On peut appeler conquête laïque des conquêtes qui se font dans le sens de la laïcité contre ceux qui n'en veulent pas. Et rappelez-vous, j'avais opposé un État laïque et au minimum l'État est neutre par rapport aux différentes religions, engagement personnel, croyance ou pas croyance. Et à partir du moment où il reste dans la société un certain nombre de lois qui reflètent les positions de l'Église et pas celles de toute la population, mais le reste de la population se bat pour que l'État ne soit pas soumis à des conceptions qui sont défendues seulement par l'Église ou par les catholiques. Alors, le premier débat a eu lieu sur la contraception, c'est le tout premier, c'est dans les années 1960. Et dans les années 1960, dans tous les pays, en Belgique, en France, aux États-Unis, il a fallu que la contraception soit d'abord légalisée. C'est-à-dire que les femmes acquièrent le droit à la maîtrise de leur propre corps, c'était pas encore l'avortement, mais c'était la contraception, de la sexualité, et ce qui permettait de dissocier la sexualité de la procréation et d'avoir des enfants quand on le voulait. Ça a posé des problèmes avec une grande partie de l'Église, pas tous les catholiques, parce qu'il y a beaucoup de catholiques belges qui sont très progressistes, mais avec les autorités de l'Église qui considéraient que la sexualité devait être subordonnée à la procréation. Et que la contraception permettait simplement de faire de la sexualité un plaisir non directement centré sur la procréation. Et bon, l'Église, ou certains dans l'Église, considéraient ça, je ne sais pas, comme un appel à la débauche. Donc le débat sur la contraception a posé un certain nombre de problèmes. C'est un grand progrès dans l'autonomie des femmes. Mais bon, il a déjà été réglé dans les années 1960. Alors, il y a eu toutes des organisations comme le planning familial qui ont été établies. L'avortement a mis beaucoup plus de temps. Dans des pays comme la France et les États-Unis, l'avortement, c'est un problème qui a été réglé 10 ans plus tard, dans les années 1970. En France, en 1975, ce qu'on appelait la loi Veil, parce que Simone Veil était ministre de la Santé, le président étant Valéry Giscard d'Estaing, et la loi libéralisant l'avortement, donc rendant l'avortement légal dans certaines conditions, bien entendu, a été votée avec beaucoup de remous. Simone Veil, en particulier, a été accusée de défendre le génocide des fœtus, et ce mot génocide était un mot terrible, puisque c'était en même temps elle-même une rescapée d'Auschwitz. Aux États-Unis, depuis 1973, il y a un arrêt célèbre de la Cour suprême des États-Unis qui donne aux femmes le droit à l'avortement. Dans les 3 premiers mois, elles peuvent avorter totalement librement. Après, au fur et à mesure, évidemment, que le fœtus se développe, les conditions de l'avortement sont plus restrictives. En Belgique, c'était toujours un crime. Il y avait des professeurs de notre université qui allaient à la télévision et qui disaient « Je pratique des avortements, arrêtez-moi » parce qu'ils voulaient faire progresser les choses. Et en 1990, pour finir, malgré le fait que les catholiques étaient toujours au pouvoir, parce que c'était la présence constante au pouvoir du Parti catholique qui avait évidemment rendu difficile ces conquêtes laïques, eh bien en 1990, sous le gouvernement de Wilfried Martens, qui était du parti CVP, l'ancien CDNV, donc les catholiques flamands, eh bien le Parlement a voté une loi sur l'avortement, mais cette loi, le roi a refusé de la signer. Et pourquoi a-t-il refusé de la signer ? Pour ses convictions, qui sont tout à fait respectables. Le problème, c'est évidemment sa position de roi. En l'occurrence, il considérait que l'avortement était un meurtre et il ne voulait pas signer une loi permettant ce que lui appelait un meurtre. Ça pose un gros problème parce que dans le système belge, le roi doit signer la loi. Il sanctionne la loi, il l'approuve. Bon, évidemment qu'il l'approuve tout le temps, théoriquement, parce que nous vivons en démocratie et il serait absurde de concevoir que le roi ait un veto sur les lois. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Mais dans la Constitution, il faut la signature du roi. Et si le roi disait pour une raison personnelle, éthique, d'objection de conscience, je ne peux pas la signer, on était bloqué. Alors il pensait démissionner et le gouvernement l'a convaincu de continuer à régner parce que ses successeurs n'étaient pas prêts. Et alors on a été chercher une disposition dans la Constitution sur l'impossibilité de régner, qui à l'origine visait la perte par le roi de ses capacités mentales, ou la folie du roi, parce que le roi d'Angleterre avait été fou, il avait sombré dans la folie depuis 30 ans quand la Belgique a été créée. Et donc, au moment où on a fait la Constitution date de 1831, on a mis cette disposition sur l'impossibilité de régner. Et on l'a utilisé pour le roi Baudouin, qui avait évidemment toutes ses capacités mentales, mais qui, quelque part, ne pouvait pas régner parce qu'il ne pouvait pas signer la loi. On a voté l'impossibilité de régner. Pendant 3 jours, il n'y a pas eu de roi.
Le Conseil des ministres, à ce moment-là, pouvait lui-même signer la loi, puis le roi est revenu. La loi est passée, donc il n'a pas empêché la loi de passer, mais il n'a pas dû la signer lui-même. Alors il s'agit là d'un artifice, d'un compromis à la belge. Certains peuvent admirer ça, d'autres peuvent considérer que utiliser la Constitution de façon tellement élastique est peut-être un petit peu dangereux. Mais enfin, toujours est-il que la loi est passée, mais avec un certain retard en Belgique. Et puis, sur ces grandes questions de conquête laïque, la Belgique a accéléré le mouvement. Et pourquoi a-t-elle accéléré le mouvement? C'est qu'à partir de la fin des années 1990, des gouvernements laïques, c'est-à-dire sans le parti catholique, ou les partis catholiques, parce que les partis ont été divisés linguistiquement depuis plusieurs dizaines d'années, sans parti catholique, eh bien, il était plus facile, évidemment, de faire passer des conquêtes laïques, rien qu'avec les socialistes et les libéraux. Et c'est ce qui s'est passé au début des années 2000, et c'est comme cela que la Belgique a pu voter une loi sur l'euthanasie. Il y avait eu de grandes résistances, en particulier dans le monde catholique, parce que l'idée de l'euthanasie, c'est-à-dire l'idée de permettre à quelqu'un qui n'en peut plus de souffrir, d'abréger ses souffrances et qui ne peut pas le faire tout seul parce qu'il est grabataire, donc de demander l'aide d'un médecin, jusqu'au vote de la loi sur l'euthanasie, c'était considéré comme un crime. Et cette majorité-là a voter une loi permettant, bien sûr dans certaines conditions, l'euthanasie, en considérant que l'acte du médecin qui aidait quelqu'un à mourir, quelqu'un qui le demandait, qui l'avait demandé de façon répétée, qui vivait des souffrances épouvantables, c'était plutôt un acte d'humanité. Et donc la Belgique a été relativement pionnière dans ce domaine-là. Et puis il y a eu enfin cette fameuse querelle dont on a entendu parler essentiellement en France, c'est-à-dire la querelle sur le mariage homosexuel, ce qu'on appelait le mariage pour tous. Bon, le mariage hétérosexuel, évidemment, il existe depuis longtemps. La querelle sur le mariage pour tous, qui en France a fait l'objet de résistance terrible d'une frange très droitière de l'Église catholique, alors qu'en Belgique, la loi, à peu près à la même époque, est passée quasi comme une lettre à la poste. Ce qui me mène à une toute petite réflexion pour terminer cette partie du cours, c'est que vous voyez que la France est un système de séparation. On n'enseigne pas la religion à l'école publique, on ne subventionne pas les cultes, alors qu'en Belgique, on subventionne les cultes, on enseigne la religion à l'école publique, et pourtant, les Belges semblent accepter de façon beaucoup plus aisée les conquêtes laïques. Et donc, peut-être faut-il réfléchir au fait de savoir si le plus important, c'est vraiment les institutions. Si vous vivez dans un pays comme la Belgique, qui donne une importance à la religion, puisqu'on l'enseigne à l'école, et puisqu'on subventionne les ministres du culte, et que quelque part, les gens, au fond, sont peu religieux, ou sont en tout cas très tolérants et très ouverts et n'aiment pas du tout l'emprise du religieux sur la politique, on peut se poser un certain nombre de questions sur l'importance des institutions.